Quand les anciens invitent, on vient, de toute façon, et après on se demande de quoi on parle. Et on a la chance de parler de choses qui nous tiennent à cœur. Donc Victor Ndiaye, je suis donc le vice-président du Club des investisseurs sénégalais et président de Performance Group, un cabinet de conseil en stratégie et en management qui conseille beaucoup d'entreprises et d'États en Afrique depuis 27 ans aujourd'hui. Et nous sommes heureux de venir partager notre petite expérience et puis surtout aussi écouter nos aînés. 3 principes généraux d'abord. Tous les pays développés sont des pays industriels. Je ne développerai pas là-dessus, c'est une évidence. Tous les groupes industriels ont été des PME. Ça, c'est peut-être moins une évidence, mais c'est important de le rappeler. Parce que quand on parle d'industrie, on a l'impression que c'est une affaire de multinationales. Et effectivement, c'est des multinationales qu'on voit un peu dominer l'économie mondiale, mais toutes les PME, toutes les multinationales ont été des PME. Quand vous voyez aujourd'hui LVMH, un leader mondial du luxe, ben c'est parti d'une petite PME de fabrication de stacks et de voyages, Louis Vuitton notamment, que les parents ont laissé à Bernard Arnault. Toutes sont parties de là. L'autre chose aussi, qui me paraît important comme principe, c'est que tous les pays industriels ont été dans des phases avant de pré-industrialisation en quelque sorte. Ça aussi, je pense qu'on n'étudie pas suffisamment l'histoire industrielle, mais quand vous regardez l'industrie française du XVIIIe siècle, c'était beaucoup de l'artisanat. Les habits, les tissus étaient fabriqués dans des petits artisanats dans le monde rural, et c'est des maisons de commerce en ville qui les achetaient, qui progressivement les exportaient, et qui ont progressivement intégré ces producteurs artisanaux dans leur production, ce qui a commencé à créer des grands groupes. Mais l'industrie est partie souvent de l'artisanat, et nous sommes restés un peu dans cette phase. Alors, regardons où nous en sommes. Aujourd'hui, on a, voilà, indépendant depuis 1960, et ce dont on se rend compte, c'est qu'on est dans un processus assez timide et laborieux d'industrialisation. L'artisanat, on l'a dit, est beaucoup resté de l'artisanat. Malheureusement, on n'a pas vu notre artisanat comme l'Europe progressivement se transformer en industrie. Nous restons une économie très fortement exportatrice de matières premières, malheureusement. Qu'est-ce que le Sénégal vend au monde? 50, 60 ans après l'indépendance, nous vendons encore notre arachide à la Chine, nous vendons notre phosphate à l'Inde, nous vendons notre poisson, nous vendrons notre or. Demain, nous vendrons notre pétrole et notre gaz. C'est la même logique. Vendre des matières premières, effectivement, c'est se condamner à rester pauvre, et nous sommes globalement restés dans ce processus. On s'est battu pour s'industrialiser. Parce que quand on dit tout ça, on a l'impression qu'on n'a pas tenté. La vérité, c'est qu'on a tenté, on a fait plein de choses, et que ce processus d'industrialisation a du mal à prendre. Moi, j'ai beaucoup aimé, il l'a montré tout à l'heure, M. Gay, tout le processus de désindustrialisation. Nous avons eu dans les années 80 toute une industrie qui est née, dans l'industrie textile, il l'a montré, chimique, montage automobile. Et on se retrouve 20, 30 ans plus tard avec tout ce pan industriel qui est tombé. C'est une des grandes questions qu'on doit garder en tête. Pourquoi est-ce que les industries qu'on a mises en place à un moment sont tombées, notamment quand on a ouvert nos frontières, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein. On a commencé à importer, elles ont toutes fait faillite. Et le résultat, c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une économie qui ne crée plus vraiment d'emplois. Et c'est notre problème numéro 1, notamment par rapport à cette jeunesse qui n'a pas vraiment d'avenir. On a 300 000 jeunes à peu près qui rentrent tous les ans sur le marché du travail. En face, on crée à peu près, les statistiques officielles, c'est 147 000 emplois tous les ans. Donc la moitié. Déjà, ce n'est rien, mais moi, je ne retiens pas ce chiffre parce que 147 000, il y a 17 500 emplois formels en moyenne. Nous créons moins de 20 000 emplois formels tous les ans par rapport à 300 000 jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Nous ne pouvons pas avancer avec cela.
Nous avons besoin impérativement de créer des emplois formels et effectivement, pour cela, nous avons besoin de plus de PME et de PME industrielles. Alors, pourquoi on n'y arrive pas? J'ai une explication dont on parle peu, qui n'est peut-être pas la bonne parce que je pense que les mentalités changent, mais qu'il est utile de rappeler, c'est que nous sommes quand même dans une culture où je dirais, ce qu'on considère comme on a considéré longtemps comme les castes inférieures sont les castes qui créent de la valeur. Les bijoutiers, les cordonniers, ce sont les métiers qui créent de la valeur et ce sont les métiers qui préparent à l'industrialisation. Nous sommes dans une société où elles sont considérées comme des sous-métiers et les positions, je dirais, nobles, c'était justement peut-être d'être dans la noblesse, c'était peut-être d'être dans la religion, mais ce n'était pas d'être dans ces métiers qui sont les métiers industriels. Nous avons peut-être un petit problème culturel de départ. Il y a sans doute les préalables. Il l'a évoqué tout à l'heure, M. Gay, c'est vrai qu'il faut éduquer. Si vous n'éduquez pas, vous avez du mal à avoir les compétences dont vous avez besoin. Et l'éducation est un travail de fond qu'il faut faire. De toute façon, c'est vrai. Il faut de l'énergie. Vous ne pouvez pas vous industrialiser si vous n'avez pas d'énergie. C'est vrai, il y a ces préalables. Est-ce que c'est parce qu'aussi on n'a pas suffisamment de gens entreprenants? Ça, on est sûr que c'est totalement fou. Quand on voit le dynamisme justement de notre secteur informel, le dynamisme même de nos artisans, qui sont des gens qui se battent, on se rend compte qu'on a au niveau individuel un dynamisme extraordinaire. Pourquoi on n'arrive pas à faire ce saut vers l'industrie? Eh bien, je pense parce que entre ce dont on parle, le commerce, l'artisanat et l'industrie, c'est un saut de nature totalement différente. Pour faire de l'industrie, on a besoin d'être formel. On ne peut pas faire de l'industrie en étant informel. On peut se débrouiller avec le commerce, ne pas avoir de compte en banque et autres, et se débrouiller en achetant, en vendant. Ce n'est pas possible avec de l'industrie. Pour faire de l'industrie, on a besoin de ressources longues. Vous pouvez faire du commerce en empruntant pour 3 mois, vous faites votre opération, vous remboursez. Dans l'industrie, c'est du 7 à 10 ans. Parce que quand vous investissez, le retour est lent. On a besoin de ressources longues, il faut être dans le... Et on a, là, si on analyse la structure du crédit à l'économie, on se rend compte qu'on est tout à fait à côté de la plaque. Aujourd'hui, vous avez dans le système bancaire que des ressources courtes, quasiment. Et quand je dis que des ressources courtes, c'est quand il reste de l'argent, parce que l'État est le premier entrepreneur et siphonne une bonne partie des crédits à l'économie. Vous avez besoin d'une fiscalité adaptée. Pourquoi est-ce que avec les importations, une bonne partie du tissu industriel, notamment qu'on a dévalué à partir de 1994 et on a ouvert, une bonne partie de notre tissu industriel s'est effondré. Parce qu'il était plus intéressant, et notamment fiscalement, dans beaucoup de domaines, d'importer que de produire sur place. Malheureusement, c'est ça. On dit qu'on veut s'industrialiser, mais on met en place des conditions où importer est plus facile que produire. Et comme on est dans une économie où il y a un lobby de commerçants, les forts commerçants sont très présents, sont trop forts et un lobby très important, ça se retrouve dans les choix de politique économique où finalement on a des choix économiques qui favorisent plus le commerce que l'industrie. L'industrie nécessite des compétences très précises, on l'a dit. Elle nécessite en particulier de l'innovation. Et c'est en ça que tout ce qu'on dit autour des écoles et de l'innovation dont évoquait notre ami de l'ESP est particulièrement importante. Quand on regarde une filière comme le cuir, par exemple, on se rend compte qu'on ne pourra passer du stade artisanal au stade industriel que si on commence à faire, par exemple, de la DAO, de la découpe assistée par ordinateur, parce que c'est ça qui permettra, quand nos artisans vont faire des centaines de chaussures, qu'elles aient toutes la même pointure. Parce qu'aujourd'hui, vous leur demandez des 2 chaussures, aucune des 2 n'a la même pointure. Ils n'ont pas les outils pour ça, il faut de l'innovation. On a besoin demain d'aller vers de la découpe laser. Je suis en train de parler du cuir. On a besoin d'aller vers ça. Eh bien, je suis allé l'autre jour à Ngaï Mékhé, j'ai trouvé dans une salle de super découpe laser que le président de la République leur a offert il y a 6 ou 7 ans, quand il est passé là-bas. Ils sont dans une salle fermée, personne ne sait comment les utiliser.
La vérité, je vais passer vite là-dessus, on pourrait donner beaucoup d'exemples, mais en réalité, ce qu'il faut pour réussir dans le commerce, l'artisanat, c'est beaucoup du dynamisme individuel. Ce qu'il fait pour réussir dans l'industrie, c'est un écosystème compétitif. C'est beaucoup de choses qu'il faut développer à la fois pour arriver à avoir une industrie. Et là, on arrive peut-être au message central. Il me semble qu'on ne répète pas assez. Ce sont des filières qui sont compétitives, des filières industrielles qui sont compétitives. J'ai commencé au départ par dire un pays développé, c'est un pays industriel. Pour être plus précis, c'est un pays qui a su développer quelques filières compétitives. Point. Vous prenez l'économie américaine, japonaise, française, chinoise, allemande, vous verrez précisément quelles sont les 5, 10, 15 filières industrielles qu'ils ont réussi à développer. Parce que l'économie, moi je donne souvent l'exemple du sport, c'est comme le sport. Quand vous allez aux Jeux Olympiques, il y a 262 disciplines. Vous n'allez pas aux Jeux Olympiques en disant « je vais à une compétition de sport ». Vous dites « je vais participer à la boxe ». Et même là, vous dites exactement quelle catégorie, parce qu'il y a trop de catégories à l'athlétisme. Vous dites quelle catégorie, parce qu'il y en a trop. Si vous n'avez pas des domaines précis où vous vous préparez, vous n'aurez aucune médaille. Ben, l'économie, c'est pareil. Si vous n'arrivez pas à définir des filières précises où vous voulez vous développer, vous ne développerez rien. Parce que ce qui se passe, c'est que vous faites des efforts un peu partout, mais vous saupoudrez vos ressources. Nous, on a regardé le portefeuille industriel qui peut porter l'émergence du Sénégal, c'est à peu près une vingtaine de filières industrielles. C'est les filières agricoles, mais quand je dis les filières agricoles, c'est l'arachide et l'oléagineux, c'est les céréales. Céréales, quand je dis céréales, on se demande est-ce que c'est une filière peu industrielle. C'est peut-être une des premières filières industrielles du pays parce que c'est les minoteries. Mais l'essentiel de ça avec quoi elles travaillent, c'est du blé importé. Mais nos minoteries travaillent à 60% de leur capacité. Il y a 40% de capacité non utilisée qui pourraient aider à utiliser des céréales locales. On les utilise peu. C'est l'horticulture, bien évidemment. C'est même les produits forestiers, le baobab, le karité, qui ont tous la gomme arabique, un véritable potentiel. Mais aucune de ces filières que j'ai listées, qui sont toutes dans les filières agricoles, n'est pareille avec l'autre. Et développer l'une n'a rien à voir avec développer l'autre, mais rien. Elles ont beau être... Donc dire je développe, même l'agriculture, ça ne veut rien dire. Il faut choisir quelle filière. Il y a toutes les filières issues de l'artisanat, j'ai parlé du cuir, il y a la filière textile, il y a la filière ameublement, il y a les filières issues du mine et des matériaux de construction. Il y a énormément de filières industrielles et vous ne pouvez pas tout développer en même temps et vous ne pouvez pas juste vous contenter de saupoudrer. Moi, j'aime bien, je donne souvent l'exemple du Rwanda, parce que c'est un cas qui part de nulle part. Vraiment, il y a 20 ans, le Rwanda est une économie par terre, on le sait tous. Et on parle beaucoup aujourd'hui de Rwanda qui se développe, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que le Rwanda, aujourd'hui, ce qu'il réussit contrairement à tous les autres, c'est qu'ils arrivent à bâtir progressivement des filières compétitives. Et le Rwanda a ceci, c'est mon métier de faire ce genre de choses, mais j'aime le répéter, c'est que le Rwanda n'a pas de plan émergence. Moi, j'ai élaboré un certain nombre de plans émergence en Afrique, et je le dis toujours à mes amis de McKinsey, il faut qu'on arrête de faire pour les pays ces plans émergence où on fait tout à la fois. C'est bien, c'est intelligent, c'est pas sympa à vendre, mais c'est trop complexe à mettre en œuvre. Le Rwanda, pendant 2 mois, a dit « Nous sommes aujourd'hui à 200 $ par habitant. 2020, nous voulons passer à 1000 en 2020. 1000 $ par habitant. Quelles sont les filières qui vont nous le permettre ?» Il y avait une trentaine de filières, même moins que nous, vingtaine de filières. Ils ont progressivement choisi et développé les filières les unes après les autres. Ils ont commencé en 2002 par 3 filières, le tourisme, le numérique et le café. Ils ont enchaîné tous les 6 mois avec une nouvelle filière. Et quand je dis enchaîner, c'est définir une stratégie filière, diagnostic clair, bâtir une stratégie. Et une stratégie, ça veut dire une ambition. Parce qu'on ne développe pas juste une filière en disant il faut développer la production. Il faut voir dans le marché, qui est le marché régional et mondial, quelle place vous voulez prendre et comment vous allez la prendre. Il faut une stratégie. Aujourd'hui, dans le café, c'est un pays qui partait quasiment de zéro.
Aujourd'hui, ils exportent chez Starbucks aux États-Unis. Ils ont identifié qu'ils pouvaient se positionner dans le segment haut de gamme du café arabica, qu'ils avaient une niche intéressante et ils ont développé tout ce qu'il faut pour y arriver. Mais quand je dis tout ce qu'il faut pour y arriver, c'est qu'ils ont identifié précisément les pistes qu'il fallait développer pour arriver vers les productions agricoles. Pas de route, pas d'autoroute, c'était des pistes, mais les pistes sont là. Ils ont défini, il fallait 100 stations de lavage de café dans des endroits précis. Mais pour ces stations de lavage de café, ils ont ouvert des lignes de financement au niveau des banques pour que les privés qui voulaient investir dans ces stations aient quelque chose s'ils vont à la banque. Donc le financement était là pour suivre. Il fallait que l'eau arrive, parce que station de lavage sans eau, vous n'avez rien. En 2004, le ministre de l'eau a sauté parce qu'il y a 2 stations où l'eau n'est pas arrivée. Il fallait des compétences très précises pour le café. Ils ont mis en place des écoles de formation professionnelle pour cela. Ces gens allaient sortir au bout de 3 ans. Pendant ces 3 ans, ils ont réformé leur code du travail pour qu'on fasse venir des experts clients. Je donne cet exemple pour montrer que pour développer une filière, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut mettre en œuvre. Ce n'est pas une ou 2 choses, c'est tout un ensemble de choses. J'ai vécu la même chose dans un... Et aujourd'hui, par exemple, il y a quelque chose que les pays mettent beaucoup en avant, c'est qu'on est en train de mettre en place des plateformes industrielles. On est en train de mettre en place des agropoles, donc on se développe. Ce n'est pas tout à fait ça. Moi, j'ai beaucoup accompagné le développement d'une des grandes zones industrielles aujourd'hui, c'est celle de Nkok, au Gabon, c'est un pays, moi je suis fier au bout de 10 ans de voir, à l'époque c'était très dur, de voir comment dans un pays, mais alors qui n'était pas du tout industrialisé du tout, comment des filières industrielles sont en train de naître. Aujourd'hui, le Gabon exporte des produits, de meubles et tout, partout, un peu partout en Afrique, notamment à partir de cette zone industrielle qui est aujourd'hui reconnue comme une des plus dynamiques en Afrique. Mais en réalité, c'est qu'il n'y avait pas que la zone industrielle. Le pays a commencé par arrêter l'exportation de bois. Arrêter. Je me rappelle, c'était en 2011, je me cachais parce qu'on disait c'est à cause de lui que le président a décidé de l'arrêter. Or, c'était ça qui faisait vivre, entre autres, le trésor. Tous les gens qui exportaient du bois et qui faisaient rentrer de travail dans le trésor, c'était une décision extrêmement dure. Mais ça a accéléré le processus. La zone économique a été mise en place. Un nouveau port a été mis en place avec toute une logistique d'exportation. Tout un système de formation a été mis en place. Toute une nouvelle fiscalité a été mise en place. Et c'est tout cela qui fait aujourd'hui que l'industrie du bois est en train de se développer et que cette zone est en train d'exploser. Nos amis de Raïs qui sont nés de là, hein, je me rappelle en 2011 notre discussion à table quand on partait de zéro et que la zone n'est pas encore mise en place. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre en place leur 13e zone industrielle en Afrique. Ils les vendent comme des petits pains. Le Raïs 2, vous le voyez certainement. Ben, c'est parti de coq, mais je dis attention au pays. Ce n'est pas seulement une plateforme industrielle, c'est tout le reste qu'on met en place. Donc, là-dessus, vraiment, il me semble que le point clé, c'est qu'on doit aussi, nous-mêmes, par rapport à décider de quelle filière on va accompagner. C'est heureusement la nouvelle logique qui est en train de se mettre en place, une nouvelle stratégie de développement du secteur privé est en train d'être mise en place par les autorités avec une approche très fortement orientée filière. Nous devons choisir. Nous ne pouvons pas tout développer en même temps. Il y a une stratégie queer qui est prête depuis 1 an, avec notamment le ministère de l'Industrie. Il faut s'y engager et mettre le paquet et développer et le faire avec tout l'écosystème de partenaires qu'il faut. Il y a une stratégie sur l'industrie pharmaceutique qui est prête depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans. Il faut choisir. Aujourd'hui, on parle d'autosuffisance alimentaire. Il faut parler autosuffisance alimentaire et agro-industrie. Parce que vous ne pouvez pas développer l'agriculture s'il n'y a pas de marché. Vous avez besoin du débouché industriel, mais dans toutes ces filières, c'est possible. Mais vraiment, puisque le temps est passé, un seul message, vraiment, mettons une alliance publique-privée pour développer des filières compétitives, les unes après les autres, de façon vraiment stratégique et rigoureuse, parce que c'est la seule voie pour s'industrialiser et émerger. Je vous remercie.